Bonsoir à tous. Avant de commencer notre rencontre, j'aimerais juste rappeler pour ceux qui ont oublié d'éteindre leur portable qu'il est impératif de le faire pour ne pas déranger notre conférencière. Sinon, bonne année à tous. Je suis toujours très heureuse de vous voir si nombreux à la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent. La prochaine fois, il va falloir pousser les murs pour recevoir tous ceux qui s'inscrivent pour assister à nos rencontres. C'est en projet. Alors j'espère que 2013 vous apportera le meilleur et surtout qu'elle vous permette d'être toujours entouré de beauté, de culture et de mode comme vous l'êtes ce soir grâce à l'exposition Jacques-Émile Blanche et à notre conférencière Alexandra Boss. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes Alexandra, diplômée de l'Institut national du patrimoine, conservateur du patrimoine au musée Galliera. Vous êtes l'une des 6 responsables des collections du musée. Galliera, actuellement fermé pour travaux, ouvrira ses portes en septembre 2013 par une exposition, je vous l'annonce, en exclusivité mondiale, une exposition sur le travail du couturier Asdine Alaya. Alors, vos 2 périodes de prédilection, Alexandra, sont d'une part le 19e siècle. On vous doit en partie le succès de l'exposition L'impressionnisme et la mode, que vous pouvez encore visiter, jusqu'au 20 janvier au musée d'Orsay, exposition sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, mais vous vous intéressez aussi à la mode des années 50, qui sera l'objet d'une exposition à Galliera en 2014, et dont vous serez la commissaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Monique Younes, je suis journaliste, et je ne vous cache pas que j'ai un faible pour la mode à la Belle Époque, ça tombe bien, puisque c'est le thème de notre rencontre ce soir. Alexandra, est-ce que la mode à la Belle Époque avait une place importante? Oui, évidemment, on peut dire à toute période, tout honneur, à toute période, la mode occupe une place très importante, et évidemment à la Belle Époque, j'espère que tout le monde m'entend bien, puisque je vois qu'il y a des gens qui ont l'air de tendre l'oreille. À la Belle Époque, on pense évidemment au salon mondain, où on voit ces images. Il y a aussi les premières photographies, évidemment, dans lesquelles on peut observer le tout Paris, puisque c'est l'époque où le tout Paris se met en scène, où le tout Paris organise des fêtes, le tout Paris se reçoit chez les uns, chez les autres, et où la haute couture, aussi bien que les grands magasins, vont fournir les plus belles tenues pour les belles parisiennes. Alors, on va commencer par la mode masculine, puisque notre peintre-écrivain Jacques-Émile Blanche est un homme. Comment la mode masculine a évolué au cours du 19e, début 20e? Alors, vous le savez peut-être, on en a encore la trace de nos jours. La mode masculine au 19e siècle est vraiment cette période qu'on appelait celle du grand renoncement. Les hommes s'habillent en noir, contrairement à la période précédente, le 18e siècle, où les hommes avaient l'accès à ces tenues très chatoyantes, en soieries colorées, de la même manière que les femmes. Au contraire, au 19e siècle, et ça va s'accentuer tout au long du siècle, notamment pendant la période de la Belle Époque, les hommes vont, sous l'influence de l'anglomanie, qui avait déjà eu un grand attrait à la fin du XVIIIe siècle, se tourner vers une garde-robe beaucoup plus sobre. Sobre parce qu'elle utilise des tissus qui sont plus sombres, qui ont des couleurs, des teintes éteintes, évidemment le noir, mais aussi des beiges, des gris, des verts sombres. Et tout cela avec des tissus qui ne sont plus ces tissus brillants, ces soies qu'on utilisait au siècle précédent. Au contraire, au 19e, on va utiliser notamment le drap de laine. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ce type de costume est assez peu conservé dans les collections des musées aujourd'hui, puisque ces tissus étaient considérés comme ne coûtaient pas réellement moins cher, mais en tout cas, ils ont été moins conservés, ils ont été davantage usés et on ne les a pas conservés. Alors pour revenir plus précisément sur la Belle Époque, on est dans la continuité des périodes précédentes, où l'homme, donc je le disais, s'habille en noir, porte notamment l'habit, la redingote. Donc ceci, ça veut dire un habit, c'est-à-dire un vêtement qui a une couture à la taille qui permet de le cintrer. Il a une partie de son costume au niveau en dessous de la taille qu'on appelle la basque. Donc vous voyez ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui la queue de pie. Et au moment de la Belle Époque, il y a des polémiques assez amusantes puisque les domestiques vont s'habiller peu à peu également eux aussi avec un habit. Et du coup, on va se moquer un petit peu des hommes dans les soirées mondaines. On va se demander qui est le serviteur et qui est celui qui est servi. Donc il y a des caricatures assez amusantes à ce sujet. Et
Parallèlement à ce phénomène, arrive un nouvel habit de soirée qu'on connaît encore aujourd'hui, le smoking. Le smoking, il vient d'Angleterre, encore une fois, parce qu'il faut vraiment voir que les modes masculines en France à la Belle Époque sont toutes tournées vers le monde anglo-saxon. On s'habille chez des tailleurs qui ont soit des origines anglaises, soit qui prennent volontairement une terminologie anglo-saxonne. Donc à ce moment-là, le smoking, qui existait donc dans le monde anglo-saxon, était un vêtement un peu plus épais qu'on portait sur son habit après le dîner, quand les hommes allaient se retrouver entre eux dans le fumoir, pour éviter que la fumée de cigarette pénètre justement dans l'habit. Et peu à peu, comme très souvent, les nouvelles modes vont s'instituer, je dirais, aux marges de la société très formalisée parisienne. Ça va apparaître dans les stations balnéaires. On voit que c'est là où apparaissent souvent les nouvelles modes, on le verra plus tard à propos des sports, c'est la même problématique. Et donc les hommes vont commencer peu à peu à porter pour des réunions un peu plus contractées en bord de mer, au casino, quand on va jouer au casino, on va porter peu à peu ce smoking. Et vers 1890-93, la mode du smoking va arriver dans les soirées mondaines parisiennes. Donc quelle est la différence entre le smoking et l'habit? Alors en particulier, c'est le col qui est différent. L'habit a un col tailleur, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire un col cranté, alors que le smoking, et c'est en cela qu'on voit qu'il a un côté un petit peu plus décontracté à l'origine, est un col châle, c'est-à-dire qu'il est droit. Il va avoir, vous le savez aussi, ses parements de soie, donc lui, on retrouve aussi parfois sur les habits. Et puis surtout, on a la fameuse ceinture d'habit qui est beaucoup plus large qu'on va porter en dessous. Donc voilà, c'est vraiment une évolution quand même certaine qui va peser ensuite sur tout le reste de l'histoire de la mode masculine. Donc vous disiez que on s'inspirait beaucoup de la mode anglo-saxonne, et il y a des mots effectivement qui sont apparus au 19e siècle, notamment le mot dandy. Alors vous avez vu ici effectivement Jacques Élie Blanche et tous ses copains dessiner. Est-ce que c'était des dandys? Je pense qu'on peut dire que oui, mais il faut bien s'entendre sur le mot dandy. Alors le mot dandy, on a toujours des hésitations sur son origine. On dit le trouver dans les années 1810 sous la plume de Byron, illustre dandy. Le mot lui-même est d'origine donc anglaise. On le rapproche de dandiner, de freluquet aussi apparemment en anglais. Un dandy serait un petit jeune homme élégant. Toujours est-il qu'on l'attache traditionnellement et avec justesse à la personnalité de Georges Brummel, donc, qui est donc, encore une fois un Anglais qui a fini ses jours en France. Et Brummel, à mes yeux, est vraiment l'incarnation du véritable dandy, c'est-à-dire de quelqu'un qui cherche à être élégant, à se distinguer. Dit la distinction est vraiment la problématique essentielle pour la mode tant féminine que masculine tout au long du 19e siècle. On y reviendra tout à l'heure. Il s'agit donc d'être différent puisque l'habit en fonction des différentes classes sociales n'a plus sa distinction aussi claire que sous l'Ancien Régime. Donc pour pouvoir montrer qu'on fait partie du tout Paris, il faut évidemment s'habiller différemment. Or, Georges Brummel a cette idée assez extraordinaire que finalement pour se distinguer, la distinction ne va se faire que dans le détail, dans la sobriété. Au contraire de l'image qu'on a aujourd'hui, et qui est peut-être plus celle de certains dandys de la Belle Époque, et relayée plutôt par des personnages comme Barbet de Rieuvilly dans les années 1830-40, mais jusqu'à la fin du siècle, on a l'image du dandy comme un homme extrêmement apprêté, extrêmement élégant, qui va parfois en faire trop. On a aussi l'image célèbre de Balzac dont la belle canne est conservée chez mes collègues du musée de Balzac. Et là, on est plutôt face presque au mauvais goût, à quelqu'un qui va en faire trop, un certain snobisme. Au contraire, Brummel, lui, il ne va se distinguer que par des détails, par la manière dont sa cravate va être nouée, dont son linge va être très propre. Encore une fois, une question de distinction, puisque pour avoir du linge propre, il faut avoir accès à toute une domesticité qui peut l'entretenir. Voilà, donc c'est assez ambivalent comme terme. Et à mes yeux, moi je dirais que même voilà, Jacques-Élie Blanche peut être considéré comme un dandy entre l'extravagance extrême de ce qu'on appelait les gommeux, les chuteux. Il y a eu des noms très très variés selon les périodes du siècle. On parlait des fashionables, donc fashionable, dans les années 1830. À la fin du 19e, on accentue beaucoup plus, là je dis les gommeux, sur le caractère entretenu de leur chevelure.
On parle souvent donc de tous ces accessoires, les monocles, la canne bien entendu, avec des anecdotes assez amusantes. Par exemple. Alors par exemple, vous pouvez porter la canne à l'envers. Encore une fois, on est dans la problématique de la distinction. Donc au lieu d'utiliser la canne pour marcher, certes de manière très élégante, sans qu'il y ait une véritable fonction utilitaire, là on va retourner sa canne et la porter presque comme un cierge d'église à l'envers, tout simplement pour montrer qu'on est différent. Donc parfois ce sont des exagérations qu'on peut retrouver à cette période-là. Des pommeaux sculptés, très tout à fait. Là on est du côté aussi de la décadence, on pense bien sûr à des esseintes qui a pu être inspiré notamment par Robert de Montesquieu. Nous avons un portrait dans l'exposition célèbre justement d'Andy de cette période, qui je suppose est resté quand même toujours dans les limites du bon goût, mais c'est pas toujours très facile de savoir finalement où se situaient les uns et les autres. Il y a des grandes personnalités à cette époque qui ont été oubliées aujourd'hui. Il y a eu par exemple le prince de Sagan, qui a régné, je dirais, pendant tous les débuts de la Troisième République. Lui aurait succédé le célèbre Boni de Castellane, dont vous avez peut-être entendu parler, qui donc était très beau, a dépensé des millions, les millions qui en fait étaient ceux de sa femme richissime, Anna Gould, qui était une riche héritière américaine, d'où il a d'ailleurs assez vite divorcé, mais il faut bien dire qu'il l'avait épousée notamment pour construire ce palais que vous avez peut-être connu qui n'existe plus, le Palais Rose, où il a fait des fêtes extraordinaires. Donc c'est vraiment des personnalités parfois extravagantes et qui donnaient le ton aussi qu'on voulait imiter. Donc, vous parliez d'accessoires, effectivement, il y a aussi les cheveux, donc on les voit, ils sont assez courts. Et que ça soit Proust, Barès, Bénière, Pierre Puys, bien évidemment, Robert de Montesquieu, vous avez vu cette belle moustache merveilleuse avec ce pli parfait ici. Comment faisait-il pour garder ce pli? Alors, j'ai parlé des gommeux, donc on a dans ce terme l'idée d'une cosmétique, d'une cosmétologie, donc on peut imaginer qu'ils utilisaient des produits spécifiques, et puis il y a cet accessoire assez amusant qui apparaît, je dirais, vers 1900, qui connaît son âge d'or plutôt dans les années 10, qui est le fixe moustache, assez amusant. Donc il faut imaginer une bande élastique, et tout ceci, il faut imaginer que ce sont des objets qui étaient brevetés, on peut retrouver les brevets sur des inventions techniques. Donc on posait pendant la nuit, évidemment, en place, un peu à la manière de bigoudi, on peut imaginer, qui seront un peu plus tardivement utilisés pour les femmes, une sorte de bande caoutchouteuse et qui tenait, alors je sais pas, je pense qu'il y a plusieurs cas, on pouvait soit le nouer derrière la tête, soit le faire tenir derrière les oreilles, mais toujours est-il que le dormeur ne risquait pas de froisser sa belle moustache, et je pense que ça peut être utilisé encore jusque dans les années 30, qui est la dernière période de la moustache un petit peu plus longue et elle aussi très enduite. Donc, couturiers anglais, les plus célèbres, il n'y a jamais eu de couturier pour hommes français qui a brillé. Tailleur, pardonnez-moi. Bien faire la différence, parce qu'en fait, il y a vraiment des techniques différentes, même à ce qu'on retrouvera aussi à partir des années 80 à l'intérieur des maisons de haute couture, dans les maisons de haute couture donc féminines, il y a la différenciation entre l'atelier tailleur et l'atelier de flou. L'atelier tailleur reprenant en fait les techniques utilisées pour la création des costumes masculins, donc utilisant le drap de laine, j'en parlais tout à l'heure, et surtout utilisant des fers qui sont très lourds, qui sont chauds, et qu'on utilise pour mettre en forme la laine, notamment aux épaules, pour lui donner la forme, et tout ceci ne pouvant être manié que par des hommes. Donc c'est pour ça que traditionnellement c'est un métier masculin, et qui va, je dirais, avoir peu à peu une clientèle également féminine, puisque jusque dans les années 1880, les tailleurs travaillent exclusivement pour les femmes, sauf pour les tenues d'équitation, où les femmes vont porter les fameuses amazones, et avec en partie supérieure du corps une veste qui est très proche des vestes qui peuvent être faites pour les hommes, et ce sont les tailleurs qui vont les faire. Et à partir de 1885, importé encore une fois d'Angleterre par la maison Redfern, qui va fonder une succursale en France, se met en place le costume tailleur, qui est l'ancêtre donc de notre tailleur, qui va avoir une vogue extraordinaire dans les années 1890-1900, et qui va devenir le costume trotteur vers 1900, qui va être le costume de jour que toute femme va porter, qu'elle aura pu acheter aussi bien chez un grand couturier, chez Redfern, fait dans les fameux ateliers tailleurs,
aussi bien que dans les grands magasins. À partir de la fin des années 80, on en trouve déjà dans les catalogues commerciaux des grands magasins. Et donc des tailleurs célèbres français? Alors français, non, en fait ils ont souvent, enfin non, c'est exagéré, mais ils ont souvent des noms étrangers. Dans les années 1830, il y avait Staub par exemple, donc qui vraiment, ou peut-être faut-il dire Staub, je ne sais pas, donc un nom allemand, puisqu'il y a aussi les Allemands importants dans les années 30. Et à la fin du siècle, on a Krieg par exemple, qui va faire aussi des tenues d'équitation, qui est important. Et Krieg, ça s'écrit K-R-I-E-G-C-K. Vous voyez, donc c'est pas très français. C'est plutôt justement une profession étrangère qui s'installe en France. Donc on va passer à la mode féminine, qui était heureusement un peu plus variée que la mode masculine à la Belle Époque. Qu'est-ce qui était propre à la Belle Époque? Alors ce qui est propre à la Belle Époque, en termes de silhouette, c'est justement une variation très rapide des silhouettes. C'est-à-dire que, on va y revenir, mais les modes se diffusant très très rapidement par le biais de la presse, par le biais, essentiellement de la presse, il faut bien dire, et des grands magasins, on arrive très vite à être à la dernière mode. Et du coup, on veut encore une fois se distinguer, toujours la question de la distinction. Et donc les modes vont avoir se transformer en s'accélérant par rapport à la première moitié du siècle. On observe qu'en deuxième moitié du siècle, les choses changent de plus en plus vite. Donc il faut imaginer que dans les années 1880, on a une silhouette qui met vraiment en avant l'arrière du corps féminin en mettant au niveau des fesses ce qu'on appelle la tournure, le strapontin. Donc on exagère les formes féminines et on a un corsage qui est très ajusté. Et aussi qui... Est-ce que c'est ce qu'on appelle la silhouette en S? Ça c'était un peu plus tard. D'accord. Donc on l'appelle comment cette silhouette? Elle n'a pas de nom? Non, elle n'a pas vraiment de nom. On parle de silhouette avec une tournure, avec un pouf. Il n'y a pas de terme générique. Dans les 90, on va revenir, on parlera de cône, mais là il n'y a pas vraiment de terme. D'accord. Donc pendant cette période, donc les années 1880, va se mettre en place, à la suite des années 1870, ce qu'on a appelé le style tapissier, donc vous avez peut-être entendu parler. Donc on a une mode qui est extrêmement surchargée, qui utilise une grande variété de tissus. On va oser juxtaposer des tissus très variés, juxtaposer des garnitures de plus en plus lourdes, et c'est pour ça qu'on parle de terme tapissier, puisqu'on utilise les mêmes garnitures que dans la décoration d'ameublement à cette période-là. Et puis surtout, cette accentuation de garniture rigidifie extrêmement la silhouette féminine. Il faut voir qu'en France, contrairement à d'autres zones productrices de mode comme l'Angleterre ou dans certaines minorités, je dirais, éclairées comme le mouvement des arts and crafts et du côté sinon de la sécession viennoise un petit peu plus tard, on va avoir une mode beaucoup plus libre. En France, au contraire, on a une grande rigidité de la silhouette, notamment avec le corset. Pas oublier, on porte toujours un corset du matin au soir, on peut changer de corset pendant la journée pour qu'il soit un peu plus souple le matin, mais on ne peut pas vivre sans corset. La femme, on considère qu'en fait ça l'éduque depuis sa jeunesse, ça lui permet, et on estime que ça lui permet aussi d'être en bonne santé, alors qu'au contraire, à toute fin du siècle, peu à peu, des hygiénistes vont bien mettre en avant que les évanouissements, parfois des déplacements même d'organes à l'intérieur du corps, peuvent se faire à cause de ce corset. Toujours est-il que là, dans les années 1880, le corset est bien présent. Dans les années 90, le corset sera toujours là, mais cette fois-ci, il y a un historicisme qui existait déjà avant, qui va se mettre encore plus en place. Il faut imaginer une silhouette qui s'inspire très nettement des années 1830 et à travers elle aussi de la Renaissance. C'est-à-dire, vous connaissez ces fameuses manches gigot qui peuvent atteindre parfois une ampleur extraordinaire. Vers 1895, on a des manches qui... On arrive à cette largeur-là, hein. C'est quelque chose d'assez extraordinaire avec parfois même des mécanismes en dessous qui leur permettent de tenir en place, qui avait déjà existé dans les années 1830. Tout cela, ça va en fait avec un esprit général de revival, on peut vraiment dire, hein. Pour la Renaissance, on porte aussi à la même période des collets qui ont un col très relevé et qui eux font plutôt penser à la garde-robe masculine de la Renaissance. Donc c'est vraiment un mélange. Et la fameuse silhouette en S arrive quant à elle, on va dire autour de 1900, donc vraiment à l'apogée de l'Art Nouveau, et où on retrouve justement ces lignes sinueuses, le fameux style nouille des arts décoratifs, va se transcrire justement dans cette sinuosité de la silhouette féminine autour de 1900. Et je dirais que le glas du 19e siècle en matière de mode n'est pas 1914 comme il peut l'être en général considéré par les historiens. Pour les historiens de la mode, la fin du 19e siècle, c'est vraiment 1906-1907, avec notamment Poiret,
qui lance cette ligne directoire, donc avec une ligne beaucoup plus fuselée, colonne, qui est un revival du directoire et évidemment à travers cela des modes grecs. Et on arrive donc à une silhouette complètement différente, beaucoup plus libre. Et puis on connaît bien sûr le rejet professé par Poiret du corset. Alors bien sûr tout ceci il faut le prendre avec beaucoup de précaution parce que ça ne veut pas dire qu'on ne porte rien sous ses robes, hein, c'est bien plus compliqué que ça. Mais voilà, on a vraiment un changement de mentalité et on va aussi vers une plus grande liberté de la femme. Il faut voir que les suffragettes sont déjà assez actives depuis un certain temps et ça va aller évidemment grandissant à cette période. On reviendra à Poiret. Est-ce qu'on peut dire effectivement que la Belle Époque, c'est un âge d'or, de la dentelle, du froufrou? Est-ce qu'on utilisait plus de dentelle là qu'on utilisait avant ou après? Alors la dentelle, on a une image effectivement de profusion, mais il faut se dire que la dentelle, dans la façon dont les gens les voyaient en 1900 est assez proche de la nôtre aujourd'hui, c'est assez amusant. C'est-à-dire que contrairement à la première moitié et surtout au Second Empire, première moitié du siècle et au Second Empire, où les femmes avaient une véritable connaissance de la qualité des dentelles, donc sous le Second Empire, il y avait moins de dentelles, mais il y avait surtout encore beaucoup de dentelles à la main qui coûtaient extrêmement cher, et c'est en cela qu'évidemment c'est un produit de luxe et c'est un produit extrêmement recherché, au même titre que le châle cachemire à cette période-là. Mais pendant le Second Empire, donc peu à peu, il y a également une production mécanisée qui se met en place. Sa qualité va augmenter, elle va donc réussir à imiter de manière de plus en plus fidèle la dentelle à la main. Et donc peu à peu, donc on arrive à la Belle Époque. La différence pour la cliente moyenne entre une très belle dentelle à la main et une autre dentelle qui va coûter peut-être 1000 fois moins cher, elle ne fera plus cette différence. Donc, dans notre cas aujourd'hui, en plus aujourd'hui on porte plus que des dentelles mécaniques. Et donc de ce fait-là, comme elle coûte beaucoup moins cher, on va en utiliser beaucoup, pas nécessairement en grand métrage, on va l'utiliser comme un tissu, c'est ça qui est assez amusant. Je parlais du style tapissier pour les années 80, 70, 80, surtout 80, et là on va la froisser, on va l'utiliser comme un autre tissu, au même titre qu'une garniture, et puis on a tous en tête aussi les images de ces tenues plutôt de jour, portées par les femmes autour de 1900 avec, vous savez, ce col un petit peu montant, voilà, et qui elles sont justement en dentelle ou parfois en ce qu'on appelle broderie anglaise. Et ça, c'est plutôt de la dentelle évidemment mécanique. Donc il y en a partout, mais en même temps, c'est plus vraiment la vraie dentelle. Donc c'est assez paradoxal. Voilà, dessus-dessous, comme on a tendance à se dire, pour la lingerie, effectivement pour les habits. Est-ce que les chapeaux, effectivement, ont connu là aussi, j'allais dire, un âge d'or? Évidemment, en fait, les chapeaux, là, ça va être, surtout jusqu'à cette période, après ça va s'atténuer, on ne sort évidemment jamais non chapeauté, on ne sort pas en cheveux. Donc le chapeau est un accessoire vraiment indispensable de la toilette, il va s'adapter aussi bien suivant les saisons, il faut savoir que tout est très très codifié, on va y revenir, mais pour les chapeaux par exemple, on attend le jour de Pâques ou sinon l'inauguration du salon un petit peu plus tard dans le siècle, pour changer de tenue et passer à la tenue d'été. Donc avant Pâques, on doit porter des chapeaux qui sont faits en feutre, en tissu, en velours, et à partir de Pâques, on va porter les pailles. Et ce, même s'il peut faire encore assez froid, on va sortir la paille parce qu'on a passé le jour de Pâques. Et c'est un petit peu la même chose pour les tenues. Et donc ces chapeaux, non seulement, donc, je le disais, s'accordent à la saison, ils s'accordent aussi à la circonstance, à l'heure de la journée. Et alors, au-delà de ça, il faut voir qu'il y a aussi une évolution du chapeau au même titre que la silhouette, puisque le chapeau est un complément de la silhouette. Donc il faut bien imaginer que le chapeau complète la silhouette. Donc dans les années 80-90, on va avoir des chapeaux plutôt de petite taille qu'on porte sur le haut de la tête, parfois on peut les incliner. Comme ils sont petits, ils ne sont plus emboîtants et donc on a un accessoire très important qu'on retrouve encore souvent aujourd'hui, qui est la fameuse épingle à chapeau qui permet de le maintenir en place. Et puis, vous avez peut-être en tête cette image autour de, on va dire, des années 1900 jusqu'à 1910, de ces très grands chapeaux, ce sont des grands plateaux, très très grands, qui présentent parfois des sortes de compositions des natures mortes, ça peut être des oiseaux entiers, un renard entier, de la fourrure, des garnitures de fausses fleurs, de fleurs artificielles plutôt, ou de fruits, évidemment, encore une fois, selon la circonstance. Et on en a quelque chose de très très chargé. Et tellement chargé, tellement imposant qu'il y a une célèbre querelle autour du port des chapeaux par les femmes au théâtre.
puisque quand on a une dame devant soi et qu'on est au théâtre avec un chapeau, pas forcément très haut, mais voilà, un énorme renard sur la tête, c'est assez difficile de voir la scène. Donc il y a des sortes de militants pour avoir la mode des chapeaux plus petits, mais ça n'a pas pris, parce qu'évidemment la mode n'est pas toujours très raisonnée. Est-ce qu'il y a un rapport entre la taille des chapeaux, la simplicité des robes? Parce que plus les robes se simplifiaient, plus les chapeaux augmentaient. Alors il faut voir que quand je disais dans les années 90, on a cette silhouette qui est quand même très large au niveau du corsage. Là, cette période-là, on a justement un chapeau qui est beaucoup plus petit. Et quand on va arriver vers 1900, où à ce moment-là, les manches vont redevenir menues, et en fait, je dirais l'ensemble de la silhouette est relativement menue, on va avoir à ce moment-là les chapeaux qui vont prendre de l'ampleur. Donc c'est pour ça que je parlais vraiment de complémentarité. Est-ce qu'on était aussi inventif pour les chaussures, pour la bottine? La chaussure est inventive, je ne dirais pas, on peut pas mettre, on n'a pas l'habitude de mettre des garnitures extrêmement lourdes sur les chaussures. Donc la chaussure, elle va varier suivant les heures du jour. Pour la journée, on va porter la bottine. En plus, on connaît tous le fantasme de la bottine et de la jambe dévoilée par la parisienne qui sait élégamment marcher. Donc on va avoir la bottine avec ce petit talon. Elle est lacée ou fermée avec des petits boutons. Et puis pour le soir, on va porter des escarpins avec un talon Louis XV, donc légèrement galbé, qui va souvent, en tout cas pour les plus riches évidemment, pouvoir être assorti au tissu de la robe. Donc il faut imaginer pour le jour une chaussure qui est faite pour marcher, donc relativement solide, plutôt en cuir. Et le soir, on ne marche pas puisqu'on arrive en voiture au bal, au dîner, et on a donc des chaussures qui sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus légères. On a parlé des cannes pour les hommes, il y a l'ombrelle pour la femme. Et là, j'imagine que c'était beaucoup plus fantaisiste. Oui, bien sûr, l'ombrelle. Encore une fois, la canne pour le dandy peut être très très fantaisiste, parce que c'est un des rares éléments du costume, les accessoires sur lesquels l'homme peut faire montre de son originalité. Pour la femme, pas l'éventail, l'ombrelle est donc un des accessoires, et en particulier donc, on l'utilise pour aller dehors, puisqu'il faut se protéger du soleil. La mode du bronzage n'est pas encore du tout à l'heure du jour, hein. Pour ça il faut attendre les années 20 et surtout 30, donc avec l'avènement des congés payés, mais à cette période-là, au contraire, vous savez bien, les gens qui sont trop bronzés, eh bien, sont les gens qui travaillent dans les champs, qui sont à l'extérieur, les ouvriers. Donc c'est pas du tout le cas du tout Paris. Au contraire, là, on va porter une ombrelle, et l'ombrelle est encore une fois l'occasion pour les fabricants de rivaliser aussi d'inventions. Il y a des inventions techniques. Il y a ce qu'on appelle, on peut cacher dans le manche de son ombrelle, par exemple, je sais pas, une jumelle, un éventail, on peut cacher plein de choses à l'intérieur. L'ombrelle peut se plier en deux, dans ce cas-là, on appelle ça l'ombrelle marquise. On peut montrer aussi sa collection, justement, parfois de dentelles anciennes, qu'on peut faire remonter sur l'ombrelle elle-même. Il y a vraiment une grande variété, et il faut imaginer aussi l'utilisation, pour les plus belles, de matériaux extrêmement riches, comme de l'ivoire sculpté, de la corne. Parfois, il y a même des pierres précieuses qui sont incrustées dedans. Vous avez évoqué les éventails, j'imagine qu'ils sont indispensables à la vie mondaine. Oui, alors l'éventail, c'est vraiment l'accessoire, notamment de soirée. Ça existait déjà sous le Second Empire, mais alors ça prend une ampleur, une véritable folie pour les éventails dans les années 1890. Dans les années 1890, ils vont prendre de plus en plus d'ampleur. On parle, les éventails donc, qui sont faits de plusieurs brins, on appelle ça les éventails brisés, à l'inverse des écrans qui eux sont entièrement plats. Et ces éventails vont eux aussi suivre la vogue historiciste dont on parlait tout à l'heure. L'éventail, ça nous évoque à tous le XVIIIe siècle, et bien c'était déjà le cas à l'époque. On a une sorte de fausses petites scènes champêtres à la Watteau. Peu à peu, on va aussi utiliser d'autres matériaux, par exemple les plumes qui vont être utilisées de manière très élégante dans les années 1900-1910 pour faire des éventails. Et il y a le langage de l'éventail. Alors la façon dont on utilise l'éventail peut signifier, je ne sais pas moi, qu'une jeune fille est intéressée par un autre jeune homme et il va venir lui demander une danse. On peut l'utiliser pour se cacher, pour communiquer en fait. C'est véritablement un outil de communication élégant et à la mode. La fourrure n'était pas un outil de communication, j'imagine. À part les renards sur les chapeaux, on l'utilisait beaucoup. Alors la fourrure, je dirais que c'est aussi un symbole du luxe, évidemment, au même titre que des dentelles, mais cette fois-ci beaucoup plus voyant, puisque il y a déjà la fausse fourrure qui existe depuis
quasiment le début du siècle, il y a de la fausse fourrure, mais on voit tout de suite que c'est de la peluche, que ce n'est pas de la vraie fourrure. Donc la fourrure, elle coûte très cher, elle va être utilisée dans certains accessoires. On pense au manchon, qui est très utilisé pendant cette période-là, donc pour se tenir chaud. Il y a le boa aussi, qui est très utilisé. Le boa avait déjà été à la mode sous le Premier Empire, mais avec à ce moment-là plume de cygne. Au contraire, vers 1890, sous la Belle Époque, on va avoir des boas qui sont en fourrure et qui deviennent une sorte de fantasme pour la petite bourgeoise, au même titre que la période précédente, la petite bourgeoise rêvait d'avoir un châle cachemire qui coûtait très cher. Et on a la même chose avec le boa à la fin du siècle. Le boa va être la fourrure, on la retrouve aussi en garniture, par exemple dans les collets dont je parlais tout à l'heure. Et puis il faut penser à quelque chose d'assez étonnant pour nous aujourd'hui. Je dirais que le manteau tout en fourrure est presque plutôt dévolu au sport, et en particulier au manteau d'automobiliste, puisque le cache-poussière qui permet de se protéger peut être, pour avoir bien chaud, être un grand manteau tout en fourrure qui a aussi d'ailleurs pu générer des caricatures assez amusantes, puisqu'on ressemble presque plus à un ours qu'à une femme en portant ce grand manteau. Et est-ce que la mode était réservée aux gens très riches? Alors, il y a une véritable évolution pendant toute la période, c'est-à-dire qu'il y a la mise en place de nouveaux modes de production qui avaient déjà démarré, on va dire, dans les années 1830, mais qui trouvent vraiment son apogée à la Belle Époque, qui est celle de la production de la confection. C'est-à-dire qu'on va pouvoir produire en grand nombre et surtout les diffuser et donc faire baisser le prix de revient des vêtements qui ont l'apparence, je dirais, du luxe. C'est toujours ça la question, entre le faux et le vrai luxe, il y a toujours une limite qui est assez floue, en tout cas pour ceux qui ne sont pas connaisseurs. Et finalement, une femme de la petite bourgeoisie, une boutiquière, peut aller dans les grands magasins du Louvre, qui sont extrêmement luxueux. Là-bas, elle va prendre un tramway. C'est assez amusant. Le grand magasin était tellement grand que pour une des attractions constitué en un véritable tramway, donc un wagon qui se déplaçait sur plus d'1 kilomètre de long pour aller de rayon en rayon. Et donc elle va faire ses courses dans ces grands magasins, elle va aller de comptoir en comptoir, puisqu'il faut imaginer qu'en règle générale, évidemment, on s'adresse toujours à des garçons de magasin, donc à des vendeuses, pour se faire servir. Et donc, les comptoirs vont se multiplier, de même que les occasions, les différentes tenues. Et donc, il y a non seulement les comptoirs de bonneterie, de confection, mais il va y avoir des comptoirs spécifiques à certains types de robes, à certains types d'occasions. Et finalement, presque tout le monde pourra s'habiller de la même manière. À cela, il faut aussi rajouter la production de la soierie lyonnaise qui essaie de se démocratiser à cette même période. C'est-à-dire que jusqu'aux années 1880, la soierie lyonnaise produit exclusivement donc, des soieries qui sont entièrement faites en soie, qui sont tissées à la main, qui coûtent extrêmement cher, avec un fleuron qui est celui des façonnés. Les façonnés sont les tissus dont les motifs sont faits par la variation des types d'entrecroisement des fils, c'est-à-dire qu'on va avoir un motif qui va alterner par exemple un fond satin qui va être extrêmement brillant et un fond taffetas qui va être un petit peu moins brillant, et un motif en taffetas qui va être un petit peu moins brillant. Donc ces façonnés qui coûtent extrêmement cher à fabriquer, la soierie lyonnaise n'arrive plus à les vendre parce que ça coûte justement trop cher. Et donc elle va s'adapter en essayant de toucher de la même manière que les grands magasins, une clientèle de plus en plus vaste. Elle va produire des tissus qui ne sont plus faits entièrement en soie, mais qui sont des tissus mélangés, qui vont être extrêmement brillants, extrêmement colorés, et qui vont avoir l'apparence de ces beaux tissus. Et donc, finalement, ce n'est qu'en regardant de très près un tissu, par les connaisseurs, qu'on pourra faire la distinction. Donc, on est toujours dans, je dirais pour la mode féminine, dans une apparence de luxe égale pour tous, c'est-à-dire qu'en tout cas pour les franges évidemment supérieures de la société. On va parler de cela pour les ouvrières, évidemment, pour les femmes du peuple, mais tout de même, il faut voir que la consommation de produits relativement luxueux va aller grandissant et toucher une plus grande frange de la population. Les journaux de mode avaient une grande importance à cette époque? Tout à fait, oui. Les journaux de mode ont un tirage qui devient de plus en plus important. Ils sont... C'est-à-dire 100 000 exemplaires, 200 000 exemplaires? Oui, c'est par centaines de milliers d'exemplaires pour les plus importants. Il y a une centaine de titres qui existent et ils ont une parution surtout qui va devenir hebdomadaire alors que la plupart auparavant paraissaient tous les mois. Cette fois-ci en paraissant toutes les semaines, on montre bien qu'on veut s'adresser
à la parisienne, à la provinciale, à toutes les femmes de France pour qu'elles puissent suivre justement et continuer à acheter. Et on est là évidemment dans l'entretien de la machine de la consommation qui fait vivre et croître la France. Donc effectivement il y a des modèles, des gravures où les modèles sont exposés. Après il y a, racontez-nous un peu le contenu. Alors quand on a un journal de mode, la plupart du temps c'est assez surprenant pour nous aujourd'hui. On a souvent une gravure qui est détachable, qui est hors texte. Ou pour d'autres, comme dans la mode illustrée, qui est un des journaux qui a le plus grand tirage, on a des gravures de type photomécanique, donc qui sont assez, comportent beaucoup de détails. Eux sont dans le texte, mais très souvent, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un texte hebdomadaire qui va raconter les dernières innovations, qui va parler de certaines maisons de couture. Souvent, c'est plutôt de l'ordre de la publi-information. Hein. On sent bien qu'il y a certaines maisons qui sont régulièrement citées et qu'il y a sûrement des échanges financiers entre les journalistes et les maisons de couture. Donc ça, c'est très très bien détaillé. Voilà. Et à côté, on a une gravure de mode qui souvent n'a rien à voir. Donc c'est assez déroutant pour l'historien de la mode parce qu'on n'a pas toujours la description, on ne sait pas très bien ce qui est figuré sur la gravure. Et puis aussi, ce qu'on trouve à l'intérieur qui est très très intéressant, c'est qu'on a les patrons. Les patrons qu'on peut, que la lectrice peut soit utiliser elle-même ou dans les cas plus complexes amener chez une couturière qui va exécuter le modèle, ou bien encore, et c'est là où on voit qu'il y a vraiment l'importance de ces journaux de mode pour la diffusion générale de la mode, elle peut s'adresser directement au journal de mode qui lui elle va envoyer ses mesures et le journal va lui fournir le costume. C'est-à-dire que les journaux sont en relation avec les maisons de confection. Et nous avons à Galliera dans les collections une robe qui est assez intrigante puisqu'elle porte une griffe, donc une étiquette, intitulée la mode pratique. Or la mode pratique à ce moment-là c'est un journal. Et je suppose que c'est justement ce type de pièce qu'on pouvait commander. Ce qui est assez étonnant, c'est que je suppose que la plupart du temps il n'y avait pas de griffe qui était fournie avec le modèle fabriqué par le journal de mode, mais là c'est vraiment une preuve, en tout cas à mon sens, de cette relation. Alors ce qui est extraordinaire, donc j'avais vu effectivement des planches, des gravures représentant des femmes. Après on dit que les toilettes c'est Madame Thirion, on donne l'adresse de Madame Thirion, les corsets Madame Emma, les étoffes la maison Roulier. Et à la fin ça se terminait toujours par parfum de la maison Guerlain. Alors Guerlain c'est une grande maison qui existe depuis le Second Empire, qui je pense a réussi, effectivement, on la trouve assez souvent depuis le Second Empire dans les maisons de mode. Donc je pense qu'effectivement vous avez une bonne assise publicitaire et puis c'était une maison très importante. Et là quand vous détaillez les légendes en dessous des gravures de mode, il faut bien avoir à l'esprit qu'on avait l'habitude de pouvoir aller acheter, que la femme allait acheter son tissu et ensuite elle allait l'amener chez la couturière. Chez les grands couturiers, il n'y en est pas nécessaire puisqu'on va chez le grand couturier et là on choisit son modèle et le tissu est également fourni. Mais on peut toujours venir aussi avec son tissu. Donc on n'est pas du tout dans l'optique du prêt-à-porter qu'on connaît depuis les années 50, on est dans quelque chose de tout à fait différent. Les femmes savent coudre et elles connaissent les tissus. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle changeait énormément de toilettes. Toilettes de visite, toilettes de bal, de grands dîners, de grandes réceptions, de mariés, de promenades, de sport. Ouais, on en a vraiment les traces aussi bien dans les journaux de mode et aussi, je le disais, dans les différents comptoirs de vente dans les grands magasins. Alors pourquoi est-ce qu'il y a différents costumes? Tout simplement parce que les femmes ont tout de même de la haute bourgeoisie, ou très haute bourgeoisie, ont un certain mode de vie que nous avons quand même du mal à imaginer aujourd'hui puisqu'elles ne travaillent pas, mais il faut bien qu'elles aient des activités pendant la journée. Donc les activités vont être de faire des visites. Alors par exemple le matin, donc, elles se lèvent, a priori elles ne reçoivent pas, mais elles rencontrent leur famille, donc elles ont déjà un habit, un déshabillé particulier, ou qu'on peut appeler un peignoir, donc quelque chose souvent plutôt des cotonnades un peu plus légères. En hiver ça va être des choses fourrées avec de la fourrure, donc quelque chose d'assez confortable, mais on porte déjà son fameux corset du matin. Ensuite on va se changer, par exemple on va porter du crêpe de Chine pour déjeuner. L'après-midi on va faire ses visites, on peut aussi recevoir chez soi dès l'après-midi, dans les années 1890, on a une nouvelle robe qui se met en place qui s'appelle la tea gown. Gown ça veut dire robe en anglais, avec dress c'est un autre terme, et donc c'est la robe pour le thé, hein, comme on comprend. Donc pour recevoir chez soi, avec des réunions plutôt assez intimes, pour le 5 o'clock tea, puisqu'on a toujours ce snobisme de l'anglomanie.
Et donc ce sont vraiment des nouvelles robes qui apparaissent à ce moment-là. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de robes? C'est parce qu'on veut toujours, encore une fois, se différencier. Une femme de la petite bourgeoisie, elle va changer 3 fois de tenue par jour. Une femme de la grande bourgeoisie va en changer 6, 8 fois. Ça, c'est quand elle ne fait pas de sport. Oui, et en plus, il y a le sport. Le sport, il faut imaginer que les loisirs, on est dans la société des loisirs, hein, Alain Corbin, évidemment, les loisirs se mettent en place, pour ce qui concerne les sports, vraiment dans la deuxième moitié du 19e siècle. La première moitié, le sport, c'est surtout l'équitation, anglomanie encore une fois, mais toujours anglomanie dans la deuxième moitié du siècle. Le sport va être une activité qu'on va pratiquer essentiellement dans les stations balnéaires. C'est là où se met en place le tennis, les bicyclettes aussi, ça va arriver ensuite à Paris. Alors le tennis, oui. Laissez-moi vous dire qu'en 1882, Jacques-Émile Blanche va peindre et exposer un tableau qui a pour titre La partie de tennis, et c'est la toute première image de ce sport, qui n'est pas dans l'exposition, mais c'est important quand même de le signaler. Non, c'est très intéressant. Alors on voit des femmes avec des jupes longues jouant au tennis blanc, mais les jupes sont tout aussi longues. Oui, alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour les sports en règle générale, comme c'est une activité nouvelle, on part presque de rien, mais en fait, il faut bien aussi suivre la mode. Donc, on essaye d'inventer des nouvelles typologies, on va en parler, ça va être en partie le cas pour les bicyclettes, mais pour le tennis, on va avoir des tenues qui sont surtout, je dirais, plus confortables, puisque évidemment c'est ça le sport. Le sport, c'est être à l'aise, utiliser son corps différemment, et donc on va avoir des jupes qui vont être plus amples, on va avoir un corset qui est plus souple, et puis on va être encore une fois, et là encore une fois on peut penser à l'anglomanie, mais cette fois-ci du côté adapté à la mode féminine, vers une très grande sobriété, dans les tissus en particulier, donc des tissus qui vont être clairs, puisqu'en général ça se pratique plutôt l'été, ça va être des beiges, des gris clairs, plus tard il y aura des blancs. Et puis très peu de garnitures, parce que alors les garnitures non seulement ça serait gênant parce qu'on peut les arracher, parce que c'est pas confortable, mais encore une fois on s'éloigne de la sobriété anglo-saxonne, et le tennis à l'époque, on parle pas du tennis, on parle du lawn tennis, le tennis sur gazon, qui est donc vraiment l'invention anglaise toute récente, qui arrive à ce moment-là dans les années 80 en France. Et à bicyclette, on était habillé comment? Et alors à bicyclette, c'est vraiment où je dirais la grande invention, le changement phénoménal pour la mode féminine au XIXe siècle se produit donc dans les années 1890, puisque la bicyclette, il faut l'enfourcher. Alors le problème c'était déjà un peu posé auparavant pour le cheval, mais on avait imaginé la fameuse tenue d'Amazon, qui permettait donc de ne pas avoir à écarter les jambes, qui aurait été extrêmement malséant. Mais avec la bicyclette, on n'a pas encore inventé la bicyclette avec deux pédales du même côté, donc c'est pas possible, donc il faut trouver une autre solution. Donc vers 1893, en France, on commence à trouver plus de premières propositions. En fait, ce sont des pantalons, mais qui sont cachés sous une jupe plissée. Donc là, l'honneur est sauf. Mais peu à peu, en fait, va se mettre en place des pantalons un petit peu plus larges, bouffants, qu'on pourra voir qui ne seront pas cachés par la jupe. En cela, en fait, la mode de la rue, puisque c'est réellement porté, même si évidemment ça peut faire scandale, et il y a des caricatures grivoises à ce sujet. Il y a vraiment un fantasme masculin autour de la vélocipédiste, dont on voit les formes, même si pour nous il n'y a rien de choquant, puisque c'est plus proche du sarouel, c'est quelque chose de très très flottant, ce sont des culottes très flottantes. On a repris en fait pour cela une proposition qui avait été celle de Amelia Bloomer, qui était dans les années 1850, donc beaucoup plus tôt sous le Second Empire en Angleterre, qui avait inventé le bloomer, donc on connaît encore le nom plutôt pour la garde-robe enfantine aujourd'hui, et qui était justement la proposition d'utiliser pour les femmes au quotidien des culottes bouffantes. Évidemment, ça n'avait marché qu'auprès des suffragettes, ça n'avait pas du tout eu de succès pour les femmes comme il faut, qui elles étaient quand même relativement rétrogrades socialement, malheureusement. Et elles suivaient en cela l'avis de leur mari, et c'est seulement par le biais des bicyclettes et des fameuses vélocipédistes que le pantalon rentre dans la garde-robe féminine. Et ce qu'il faut dire, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où on va l'adopter, le pantalon est interdit. Il y a vraiment un décret qui date de la Révolution française qui interdit aux femmes de porter le pantalon, puisque le port du pantalon est vécu comme un danger pour l'ordre social, et la bipartition sexuelle, robe pour les femmes, pantalon pour les hommes, ne peut pas s'intervertir. On passe évidemment vers le travestissement
très très mal vu. Donc il avait été interdit. Et il y a donc en 1893-95, il faudrait vérifier, une loi qui donne des exceptions, et une des exceptions est celle des vélocipédistes, qui autorise les femmes à porter le pantalon. Et il faut noter que la loi d'interdiction de pantalon est toujours en vigueur aujourd'hui. Mais non appliquée. Heureusement. Quelle tenue portaient les baigneuses? Alors, les baigneuses, encore une fois, on n'a pas la même pratique de ce sport qu'aujourd'hui. On n'est pas dans une natation de compétition. C'est une pratique qui est plutôt vue comme hygiéniste, à la fois agréable, mais qui doit apporter la santé. Et on a ces tenues qui sont relativement, encore une fois, amples, permettent de couvrir au maximum le corps. Et surtout, on ne va pas nager, on va se faire porter par un, je ne connais pas leur nom, j'avoue, par un homme qui prend la femme sous le ventre, alors qu'elle s'allonge dans l'eau, et il la fait légèrement faire trempette, hein, c'est pas vraiment... elle va commencer à nager, vers 1900, peu à peu, et puis on va s'en barboter, voilà. Alors, la Belle Époque marque aussi la naissance de la haute couture, vous l'avez dit. On va détailler peut-être... C'est le Second Empire. D'accord, mais bon, oui, là on est un peu... Elle s'affirme. Tout à fait, tout à fait. Donc on va en détailler. Il y a combien de maisons, de grandes maisons? Alors, selon les on va être autour d'une centaine. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une image, je dirais, de la haute couture comme extrêmement définie vers des très grandes maisons, dont on va parler comme Vort, Paquin, Doucet, ces grandes maisons, mais en réalité, beaucoup de couturières font aussi de la haute couture. Puis, qu'est-ce que c'est que la haute couture? Alors, la haute couture, à l'inverse de la pratique de ce qu'on appelait encore jusque dans les années 50 les petites couturières de quartier, la petite couturière, la cliente va venir avec sa gravure de mode et elle va dire « Ah, j'aimerais bien quelque chose qui ressemble à ça » ou « J'ai vu Madame Untel à un bal ». La relation s'inverse complètement avec l'avènement de la haute couture. La haute couture, en 1858, quand Charles-Frédéric Vort fonde sa maison, il va inverser le rapport puisque c'est lui qui va devenir le créateur et il va créer des modèles que la cliente va choisir, que évidemment le couturier va lui conseiller puisqu'il est là aussi pour ça, pour rendre la femme la plus belle possible, la rendre parfaite, et adapter ce modèle en fonction de ses goûts à elle, mais aussi beaucoup de ses goûts à lui, de celui du couturier qui va être vu comme un grand dictateur. Il y a beaucoup de caricatures à ce sujet depuis le début de la haute couture. Et donc, ce processus va essaimer, et il y a beaucoup de maisons, plus ou moins grandes, qui ont des ateliers parfois avec une ou deux assistantes comme couturières, qui vont utiliser le même procédé. On est aussi dans la haute couture, même si le terme n'existe pas encore à cette période. Par exemple, quand on regarde les annuaires de commerce à cette période-là, on trouve donc les grandes maisons, non pas sous une rubrique haute couture, mais dans la rubrique nouveautés confectionnées. Et c'est intéressant de voir qu'on retrouve ce terme de confection, puisqu'en fait, la confection, qui produit donc en série des modèles qui vont être reproduits, est finalement très proche de la haute couture, puisque la haute couture produit elle aussi des modèles qui ne sont pas uniques. On peut avoir deux clientes qui vont acheter la même robe, d'où l'intérêt d'une bonne maison de haute couture, puisque là, il y a une personnalité essentielle qui est celle de la vendeuse. La vendeuse connaît ses clientes, elle sait à qui tel ou tel modèle a été vendu, elle sait à quelle soirée elle va se rendre, et donc elle va éviter ce type de déconvenu. Et puis aussi la haute couture, ce qui est très important par rapport à la confection, c'est que tout est fait à la mesure. Si une dame a une épaule qui est plus basse que l'autre, eh bien on va arranger de telle sorte à ce que ça ne se voit pas. Au contraire, quand on achète un modèle dans la confection, non seulement on ne sait pas qui d'autre a pu acheter le modèle et puis sont fait un beaucoup plus grand nombre, donc on peut se retrouver avec une voisine avec la même robe, mais aussi ce n'est pas ajusté, même s'il y a des produits demi-confectionnés qui existent, qui peuvent être ajustés, et que les mesures qui sont données peuvent être assez précises, mais malgré tout il y a cette production avec les tailles. Les tailles existent déjà à cette période-là, et n'ont évidemment pas les mêmes référents qu'aujourd'hui, mais il y a déjà des tailles qui existent. Alors, Vort, vous avez parlé de ce couturier. Il va habiller beaucoup d'amis Jacques-Émile Blanche, notamment la comtesse Greffule, pour le mariage de sa fille en 1904. Est-ce qu'il avait beaucoup d'autres clientes prestigieuses? Ah oui, évidemment. En fait, Vort, c'est donc la maison la plus ancienne. On en est à la Belle Époque, on est dans une période de transition. 1858, avez-vous dit? Voilà, 58. Et en 1895, Charles-Frédéric, donc le fondateur,
meurt. Mais on suppose que depuis les années 81-85, son fils, Jean-Philippe, avait pris le relais. En tout cas, ils ont travaillé en collaboration. Mais il y a une vraie continuité dans leur production. Et donc, c'est vraiment la maison la plus ancienne. La maison, une des maisons, je dirais, jusqu'en 1900, à être encore la plus... une des plus recherchées, et puis c'est aussi une maison qui a su atteindre la clientèle étrangère, notamment américaine, qui non seulement paye bien, ce qui est très important pour eux, puisque les maisons de haute couture ont souvent, les couturiers ont parfois beaucoup de mal à se faire payer par leurs clientes. Donc Vort aime beaucoup les clientes américaines qui viennent à Paris chez lui, et donc il a su vraiment établir une politique, je dirais, de communication. C'est un petit peu le point commun de beaucoup de maisons à cette période-là, mais c'est très net. Et donc c'est une clientèle très recherchée. Il habille Sarah Bernard, il habille Réjeanne. Enfin, il n'y a pas vraiment d'exclusivité, je dirais. La comtesse Greffule, donc, qui est une des vraiment des femmes les plus élégantes, qui donne le ton, qui elle parfois on suppose avait aussi des exigences qu'elle collaborait en quelque sorte avec son couturier. Nous avons la chance au musée Galliera de conserver une grande partie de sa garde-robe, et nous conservons notamment une robe qu'on appelle la robe au lys, et en fait qui comporte au niveau du col et des épaules, je dirais un revers qui fait penser à des ailes de chauve-souris. Et on suppose que c'était une commande spéciale, vraiment une sorte de collaboration entre la comtesse Greffule et Vort, donc qui serait plutôt Jean-Philippe à cette période-là, en hommage au cousin, et donc on revient à Robert de Montesquieu, qui était le cousin chéri de la comtesse Greffule, et que ça serait un hommage aux chauves-souris de Robert de Montesquieu. Donc on a vraiment parfois des pièces assez exceptionnelles qui peuvent être créées en plus des fameux modèles dont je vous parlais. Donc on a une production double, les modèles hors collection et les modèles de collection présentés lors des défilés. Vous avez parlé de Sarah Bernard, de Réjeanne, elle s'habille également chez Jacques Doucet. Oui, alors Réjeanne, elle est très très liée à Doucet, ça c'est vraiment, il y a beaucoup d'images, elle en a parlé elle-même, ils correspondaient, ils étaient très liés. Doucet a une personnalité assez étrange puisque c'est quelqu'un qui est l'héritier d'une famille de couturiers, plus exactement de chemisiers et de corsetiers qui étaient déjà rue de la Paix. Lui, il transforme la maison vers la haute couture, il a un amour, c'est quelqu'un qui a un amour pour le XVIIIe siècle. Lui-même collectionne les peintures du XVIIIe siècle, plus tard il collectionnera aussi les impressionnistes, et puis plus tard il collectionnera aussi le cubisme. Donc c'est vraiment un collectionneur, et je disais qu'il est assez étrange parce que il est vraiment en mal de reconnaissance sociale, et il veut qu'on le connaisse en tant que collectionneur et pas en tant que couturier. Mais évidemment, un couturier reste toujours un fournisseur, donc c'est très difficile pour lui. La personnalité du couturier pendant toute la Belle Époque est une personnalité ascendante, une sorte de nouveau riche qui essaye, du fait que je disais c'est une sorte de dictateur, il s'estime être au même niveau social que ses clientes, mais il n'en est rien évidemment, donc les choses sont très compliquées. Et pour Doucet, il le vit très mal. En plus à cela se rajoute apparemment le fait qu'il avait un caractère assez difficile, et il était d'ailleurs très dandy, on parlait du dandysme, et on se moque souvent de lui à propos de ses chaussures qui sont trop bien vernies, donc lui c'est peut-être le dandy qui en fait trop. Voilà. Pour revenir sur Doucet collectionneur, effectivement il a collectionné Manet, Cézanne, Degas, mais en 1924 il est le premier propriétaire de Demoiselles d'Avignon de Picasso. Parmi les femmes, il y a Jeanne Paquin. Alors là elle était très forte, Jeanne Paquin, oui. J'imagine. Alors Jeanne Paquin, c'est une maison surtout qui très rapidement va avoir une ascension fulgurante. Elle est fondée en 1891. C'est une association en fait entre Jeanne Paquin, dont son nom de jeune fille Jeanne Beckers, et son mari qui est Isidore Jacobs, je crois, qui se fait appeler Paquin. Il faut voir qu'on est en pleine période dreyfusarde ou anti-dreyfusarde, et lui il est juif. Il sera d'ailleurs attaqué au moment où il recevra la Légion d'honneur, tout simplement parce qu'il est juif. Et donc il se fait appeler Paquin, et il fonde sa maison avec sa femme en 1891. Et on retrouve ce côté bicéphale qu'on a aussi dans la maison Vort, puisque Charles Frédéric avait eu deux fils, Gaston et Jean-Philippe. Gaston se chargeait des affaires, de la comptabilité, la création était chez Jean-Philippe. Pour Paquin, c'est la même chose. Isidore donc s'occupe de tout ce qui est comptabilité, et Jeanne Paquin, c'est elle qui crée. Elle crée, et aussi elle a une véritable politique de communication,
Et notamment, elle a cette idée assez extraordinaire de, puisque c'est une femme et qu'elle s'adresse à des femmes, de parader elle-même avec les tenues qui sont créées dans sa maison. Et elle va aller pour cela dans les endroits où se rend le tout Paris, où elle peut aller, puisqu'il faut, je le disais, il y a la question du statut, donc elle n'est pas invitée dans les salles, dans les grands salons mondains. Par contre, elle peut se rendre au Grand Prix, au Bois de Boulogne, au salon lorsque est le vernissage, et donc là, avec ces mannequins, puisque les mannequins existent, alors on attribue l'invention du métier de mannequin à Worth dès les années 1870. Elle va avec ses mannequins, vêtus donc des nouvelles collections, et elle se montre lors des grands prix, et on peut l'admirer. Donc ça, c'est vraiment une grande réussite, et cette réussite est telle que, je le disais, la maison est fondée en 1891. Il faudrait voir la fameuse date de la Légion d'honneur, mais ça doit être... 1913. Ah non, plus tard, d'accord. Et en tout cas, en 1900, lors de la grande exposition universelle, la section couture est présidée par Madame Paquin, par la maison Paquin. Donc cette maison très récente obtient, je dirais, une sorte de reconnaissance implicite puisqu'elle préside toute la section. Mais est-ce que ça a été la première à s'internationaliser, à avoir des succursales à Londres? Non, par exemple, quand on pense à Redfern dans le sens inverse, Redfern est une maison qui est fondée d'abord sur l'île de Wight, si je ne me trompe pas, donc en Angleterre, pour fournir la famille anglaise notamment pour des tenues de yachting, donc encore une fois la question du sport. Il va inventer ensuite le tailleur, et il va avoir des succursales en France, aux États-Unis, mais c'est vrai que Paquin le fait aussi très très habile de sa part. À Londres, ils font une succursale assez très rapidement, peut-être 1905, quelque chose comme ça, je ne sais pas si vous avez la date, mais pour les maisons parisiennes, c'est quand même une des premières, effectivement. Alors, moi j'ai 1896, son siège à Londres. Donc voilà, simplement 5 ans après la création. Voilà, et en 1912 à New York, effectivement, à Louvain. Paul Poiret, j'ai l'impression que vous dites que c'est plus tard, c'est plus la belle époque, Poiret. Oui, pour les historiens de la mode, c'est vrai que pour nous c'est vraiment une vraie césure. Alors Poiret, il a travaillé dans notre maison, donc il sait comment ça fonctionne, il a travaillé chez Doucet, il a travaillé assez brièvement chez Worth, et alors bon, c'est une personnalité très très flamboyante, donc lui-même il a aussi vraiment mis en scène ce qui a été vécu comme une rupture. En réalité, on le sait, il y a d'autres maisons qui inventent aussi d'autres choses à la même période, mais globalement, lui, ayant publié en 31, si je ne dis pas de bêtises, ou 36, c'est son autobiographie, il y a vraiment aussi une vraie publicité autour de sa personnalité. Et c'est vrai que vers 1906-1907, on voit ces modèles dont la silhouette change complètement. La silhouette présente donc une silhouette beaucoup plus tubulaire, en colonne, qui s'inspire du directoire avec une taille qui se rehausse. Il va même peu à peu avoir l'idée, mais encore une fois, on est dans des tenues, je dirais, peu d'affichage. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup de clients qui vont vraiment les acheter et qui espéraient nécessairement qu'on les porte, mais il va proposer des pantalons, donc non plus seulement pour faire de la bicyclette, mais réellement pour les porter lors de soirées, ou d'abord des soirées déguisées, mais aussi pour des soirées. Sa femme, qui est aussi un peu à l'image de Jeanne Paquin, une personnalité qu'il va mettre en scène, donc dans les fameuses soirées qu'il organise. Et tout ça, ça promeut, je dirais, des nouvelles références, et en particulier des références orientalisantes. Il va réutiliser le turban, qui avait été déjà à la mode dans les années 1830. Tout ça en lien évidemment avec les ballets russes, dont on voit des belles représentations dans l'exposition. Mais cet orientalisme, on le trouve chez d'autres couturiers. On le trouve chez Fortuny, dont on parle énormément Proust, c'est vraiment le couturier qu'il admire et dont il parle. Fortuny, c'est un Espagnol qui est à Venise, mais qui vend aussi des modèles à Paris. Et Fortuny s'inspire et a une passion pour les textiles anciens de la Renaissance, mais aussi pour les textiles orientaux. Et il va essayer de reproduire, par des nouvelles techniques d'impression puis de plissage, des techniques extrêmement orientales, pas extrêmement orientales, du Moyen-Orient. Et puis aussi, il faut voir que Fortuny, un petit peu plus tard, vers 1909, est l'inventeur de la fameuse robe d'Elfos, qui est une robe qui sera une robe atemporelle, qui est une robe entièrement plissée, avec un plissé permanent,
Vous pouvez penser à des Issey Miyake plus proches de nous qui reprend un petit peu ce principe. Et là encore une fois, on est du côté du plissé. Le plissé, c'est évidemment à la manière du directoire. Ça fait partie de ce goût à la grecque qui revient à la mode. On a la personnalité d'Isora Duncan aussi, donc une danseuse qui retrouve la liberté du corps, liberté du costume aussi à la même période, en dansant costumée à la grecque et habillée à la grecque à la même période. Donc c'est vraiment un vivier, un terreau de nouvelles influences qui va exploser vers 1906 avec Poiret. Et puis je le disais, il y a la question de l'abandon, peut-être du corset, en tout cas l'assouplissement du corps, qui est le prélude aux années 20, où aux années 20, le corset n'existera presque plus, et on portera ce qu'on appelle les aplatisseurs de seins, qui sont des sortes de brassières très stretch, on dirait, très élastiques, qui visent à diminuer l'ampleur de la poitrine, encore une fois dans une silhouette qui est à la suite de ce qui s'était passé avec Poiret avant-guerre. Donc le XXe siècle, Paris, définitivement, est la capitale mondiale de la mode. Oui. Paris, capitale de la mode, on pourrait dire que c'est un petit peu depuis les années 1830, c'est déjà, et même parfois le XVIIIe siècle, c'est Paris qui dictait la mode, mais à la belle époque, c'est assez impressionnant quand on regarde, ne serait-ce que les noms, je disais la centaine de magazines qui existent. Il y a énormément de magazines, le chic parisien, les modes parisiennes, etc. Et ces magazines ces journaux peuvent parfois même être édités à l'étranger. Et on va trouver donc le chic parisien qui est édité à Vienne, mais qui veut justement diffuser les modes parisiennes. La haute couture s'adresse aux clients particulières, ça on l'imagine bien, mais s'adresse aussi aux acheteurs professionnels. Donc, les acheteurs professionnels, ce sont des représentants d'autres maisons de couture, parfois de grands magasins, qui viennent souvent de l'étranger, qui vont acheter le droit à un prix relativement modique de copier un modèle qui existe auprès du grand couturier, et donc c'est par ce biais aussi que les modes vont se diffuser de manière internationale. Donc tout le monde a toujours, dans le monde de la mode, à cette période-là, et peut-être encore, les yeux tournés vers les créations parisiennes, et c'est de Paris que viennent les nouveautés, et notamment on parlait de Poiret tout à l'heure. Donc, comme vous avez pu le remarquer depuis une heure, vous avez un puits de science devant vous, donc n'hésitez pas, c'est à vous maintenant pour vos questions. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. Deux questions, aucun lien. Est-ce que vous pouvez nous parler du monocle? Et est-ce que vous pouvez nous parler du poids de la femme? Du poids. Alors le monocle en premier, et le poids, est-ce qu'elle avait la taille? Le monocle, oui. Pardon, par rapport au poids, j'ai vraiment des informations complètement contradictoires. On va voir si je vais réussir. Là, c'est un peu la question subsidiaire. On va commencer par le monocle. Oui. Alors, le monocle, c'est donc un des accessoires masculins. Donc, on l'a vu, hein, l'homme, finalement, il a assez peu de refuge pour son excentricité à la belle époque. Puisque dans la première moitié du siècle, l'excentricité de l'homme, elle se tournait en général vers le gilet, qui pouvait être extrêmement coloré. Il y a un épisode très fameux qui est celui des gilets rouges qui avait été porté par les dandys lors de la première d'Hernani. On pense aussi à Barbet de Aurevilly. Mais tout cela, à partir des années 1870, c'est plus tellement en vogue puisque le gilet va devenir de plus en plus sobre et on va aboutir donc, dans les années 70 à ce qu'on a connu encore jusque très tardivement, le complet 3 pièces. Et là, dans ce cas-là, le gilet est assorti il est fait dans le même tissu ou un tissu très proche du reste de la tenue, de la veste et du pantalon. Du coup, on n'a plus tellement d'autres accessoires. Donc, où va se réfugier la coquetterie masculine? On a parlé tout à l'heure de la canne, mais effectivement, le monocle est un autre cas. Il y a la manière dont on le porte. Le monocle n'est pas là, évidemment, pour être utilitaire, même s'il pourrait ponctuellement remplacer les lunettes. Mais je crois que le prince de Sagan, donc un grand dandy, avait particulièrement un grand usage de son monocle. Après, quand on regarde les monocles de manière plus détaillée, ils ne présentent pas de guillochage, de décoration qui leur donnera un caractère un peu trop féminin. C'est simplement vraiment dans son usage qu'il fait preuve d'originalité. Et c'était la matière, c'était quoi? C'était en écaille ou bien ça? Je pense qu'il y a un petit peu de tout, en métal, cerclé de métal, oui, effectivement en écaille. Les premiers plastiques arrivent très tôt, hein. Il faut voir que les plastiques arrivent dès la fin du Second Empire, donc ça peut aussi être en plastique, plastiques qui sont parfois assez difficiles à différencier de la corne, de l'ivoire. Ce sont des questions de conservation qui nous intéressent beaucoup. Et donc le poids de la femme? Oui, alors le poids de la femme. Alors,
ça je ne peux pas forcément vous donner des chiffres, mais il faut voir que si on parle du poids, pour moi, il est lié aussi à la silhouette générale de la femme et à l'idéal féminin. Selon les périodes, non seulement on s'habille différemment, mais on a des postures qui sont différentes, qui sont donc induites par ce qu'on porte, mais on a aussi une silhouette qui varie. C'est-à-dire que je m'explique. Par exemple, sous le Second Empire, on va aimer en particulier, par exemple pour les tenues du soir, dévoiler les épaules. Dans les tenues de jour, on va avoir des épaules tombantes. Donc ça veut dire qu'on aime les épaules bien rondes et donc relativement dodues. Donc on va aimer la femme bien en chair. Par contre, quand on parlait tout à l'heure de Poiret, 1906-7, on a le retour des modes directoires et donc une silhouette beaucoup plus fuselée, beaucoup plus fine. Et donc à ce moment-là, on va apprécier une silhouette beaucoup plus juvénile. Puisqu'en fait, finalement, c'est ça aussi qui est derrière, c'est que derrière les modèles de silhouette, on a aussi des âges en quelque sorte. La femme épanouie, la silhouette très féminine qui met en valeur également, par exemple dans les années 1890, la finesse de la taille est très très importante. Et c'est pour ça que le corset à ce moment-là est particulièrement dangereux. Il y a ces fameux déplacements d'organes parfois, que les femmes s'évanouissent. C'est parce qu'on serre très fort le corset pour avoir une taille très très fine. Et donc là, on va apprécier des formes très féminines. Ensuite, donc, vers 1905, de plus en plus, on va apprécier des formes plus fines. Donc j'aurais tendance à dire que la femme de 1907 est plus légère que la femme de 1870. D'autres questions? On n'a pas parlé des gants. Est-ce que les femmes portaient des gants oui. Tout le temps? Oui, les hommes aussi. Tout à fait. Et les hommes aussi. C'est vraiment, en fait, le gant, en règle générale, au même titre que le linge, c'est une caractéristique encore une fois, de la distinction et de la fortune en fait qu'on a. C'est quelque chose de très discret. Mais les gants, par exemple pour les hommes, sont de couleur très claire. Ça va être soit des gants en peau. Pour la journée, par exemple, on va porter les gants beurre frais, qui existent depuis le début du 19e siècle, qui sont très clairs. Et donc, si on les tâche, ou tout simplement si on les salit, ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de les remplacer. De la même manière, les gants blancs en coton qu'on va pouvoir porter pour le soir, eux risquent aussi de se salir, donc il faut pouvoir en changer. En fait, pour chaque sortie, il faut porter une nouvelle paire de gants. Pour la femme, le gant, ça va être un petit peu la même problématique, sauf que ça va être des choses un petit peu plus ornées, évidemment. On est encore une fois entre sobriété côté masculine et garniture beaucoup plus forte du côté de la garde-robe féminine. Mais encore une fois, le gant est un accessoire supplémentaire de la distinction. En cuir également? Oui, en cuir, tout à fait. Oui, oui. Et dans le costume de jour, la place de la nudité. Oui, oui, oui. Alors, attendez, juste pour ceux qui sont derrière. Oui, la place de la nudité, elle évolue comment? Parce que vous parlez du Second Empire, on voit bien les tableaux de Winterhalter avec ces femmes avec, j'allais dire, ce décolleté plongeant, magnifique. Et puis on a le sentiment, quand on regarde la peinture, petit à petit, au contraire, elles sont de plus en plus dans certains types de peinture. Oui, pour le jour. Toutes. Encore, alors, voilà. Donc la question est comment évolue la place de la nudité? Alors en règle générale, pour le jour, il n'y a pas de nudité, même sous le Second Empire. Les tableaux de Winterhalter auxquels vous pensez, j'imagine vous pensez en particulier le fameux tableau où Eugénie est au milieu de ses dames de compagnie, ce sont des tenues du soir. Puisqu'en fait, comment distinguer les différentes heures du jour? C'est simplement en fonction de la nudité justement. C'est-à-dire qu'une robe de jour, et ça c'est vraiment un invariant qui va durer jusque... qui va s'assouplir, mais qui dure quand même qui dure encore aujourd'hui. Pour le jour, on va avoir une robe qui va avoir très couverte, qui va pas avoir de décolleté, et on va pas voir les bras. Pour les robes du soir, on va avoir un décolleté très important, on va parfois voir, selon les périodes, les épaules, très souvent, ce qui est possible puisqu'on a un corset, on n'a pas de soutien-gorge. Le soutien-gorge, il est inventé vers 1889. On n'a donc pas de bretelles, on appelle des épaulettes, ça allait à l'époque jusque dans les années 50, on n'a pas d'épaulettes à cacher. Et puis on est quand même très très bien maintenu, donc on n'a pas de risque non plus, puisqu'on est tellement corseté, on n'a pas de risque que la jupe, que le décolleté laisse apparaître la poitrine, puisque tout est vraiment très solidement maintenu. Donc ça reste, et notamment je pense aux années 1880-90, l'ensemble est donc tellement pour le soir,
tellement près du corps qu'on parle beaucoup d'indécence, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire pendant le jour, une femme va être extrêmement prude, et pour le soir, elle est quasiment en sous-vêtements. Et ça choquait à l'époque, hein, il y a beaucoup d'écrits à ce sujet. Caricature aussi. Plus de questions? Si, est-ce qu'il y a eu une résurgence de la mode Belle Époque, de même que le Second Empire de New Look, ou est-ce que ça a disparu Alors, au sortir de la guerre, à la fin, il y a plus, même avant-guerre aussi, on va dire vers 37, 38, 39, toutes les collections ont une certaine... il y a un goût double, en fait, c'est assez amusant, justement, qui recoupe la Belle Époque. Il y a un goût pour le romantisme, donc ça veut dire les années 1830, on va porter ce qu'on appelle des petits colis-fichets, des petits éléments de lingerie qu'on porte sur le haut du corps, et on va porter les culs de Paris à nouveau, on va porter la tournure à nouveau, on a tout ça dans les collections avant-guerre. Pendant la guerre, ça s'estompe un peu, et en fait, ça revient avant le New Look. Et puis même le New Look, en partie, il y a certaines collections de Dior qui elles aussi sont inspirées de la Belle Époque. Et on va avoir ce qu'on retrouve, donc ces fameuses, vers 1900, 1910, les robes entravées, donc qui sont ces robes très longues, qui ont peu d'ampleur, puisqu'on a donc cette silhouette qui commence à s'amenuiser avant la fameuse révolution de Poiret qui va être dans la continuité, et qui empêche finalement de marcher. C'est pour ça qu'on appelle ça les robes entravées. Et donc ça aussi, ça se retrouve entre 45 et jusqu'à 49 ponctuellement. Voilà. Puisque dans le New Look, on a l'exubérance de la silhouette corolle qui utilise énormément de métrage, mais à côté de ça, il y a la corolle, mais il y a aussi une silhouette qui est beaucoup plus droite et qui, elle, est plus proche de la Belle Époque. Madame. Et moi, je vais poser une question concernant la coiffure. Est-ce qu'il y a-t-il de grands coiffeurs aussi, comme il y a de grands couturiers? Vous me posez une colle, alors oui, il y en a. Attendez, juste pour ceux qui n'ont pas entendu à l'arrière, y a-t-il de grands coiffeurs comme il y a eu de grands couturiers? Je sais qu'il y en a, je ne pourrais pas vous citer des noms pour cette période-là, mais oui, bien sûr. En fait, le coiffeur, c'est une sorte de célébrité depuis le XVIIIe siècle, c'est quelqu'un de très important. Pourquoi? Parce que le coiffeur, il a accès à l'intimité. Au XVIIIe siècle et encore plus tard, on se faisait coiffer chez soi le matin. Donc un homme rentrait dans l'intimité de la femme et puis il colportait les ragots, il discutait avec sa cliente. Donc il y a vraiment un fantasme masculin autour de la figure du coiffeur qui sera reprise ensuite autour du couturier. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le couturier Félix, qui est très important sous la Belle Époque, je crois qu'il a débuté comme coiffeur, à moins que ce ne soit son père, c'est ça la question, sous le Second Empire. Donc c'est sûr qu'il y a des personnalités, par contre je ne pourrais pas il faut chercher. Par exemple, dans le journal des Demoiselles en 1894, pour les toilettes, il y en avait deux, Mademoiselle Thirion, 47 boulevard Saint-Michel, et Madame Turle, 9 rue de Clichy. On peut aller en pèlerinage. Oui, madame. Une autre question. À la Belle Époque, est-ce qu'il y a un peintre, finalement, qui a lancé une mode vestimentaire chez les femmes, ou une femme qui était l'objet de représentation, comme je pense à la... Comment s'appelle-t-elle? La comtesse Greffule, hein, voilà, bien sûr. qui lance des modes. Mais du côté peinture, justement, comme on a une exposition peinture, est-ce que, bon, Jacques-Émile Blanche, on a plutôt l'impression qu'il retranscrit les modèles? Moi, je pense que ça fonctionne plutôt dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a juste des peintres qui ont lancé des modes? Non, c'est une bonne question. Le peintre mondain, enfin les peintres mondains, je pense aussi à Boldini, a plutôt tendance à avoir quand même une clientèle assez large, qui fait véritablement partie du tout Paris. Je pense pas qu'ils prennent nécessairement qu'il ait même le temps en fait de développer une mode spécifique pour tel ou tel portrait. Je pense que c'est plutôt des sortes de collaborations qu'il faudrait se demander pour essayer de répondre à votre question. C'est si on retrouve par exemple du côté des dessinateurs de mode une certaine filiation. Et en fait, le dessin de mode à la Belle Époque est assez indigent, il faut bien le dire. C'est-à-dire qu'on a soit ces reproductions photomécaniques, donc qui sont faites d'après des photographies qu'on trouve dans des journaux comme La Mode Illustrée. Au contraire, on a des gravures comme dans L'Art et la Mode qui sont faites par des dessinateurs
qui soit travaillent, soit inspirés par les dessinateurs humoristiques de la même période, qui travaillent par exemple dans l'illustration, dans la vie parisienne. Et on a un certain dessèchement du style des gravures de mode qui sont, il faut le dire souvent, relativement laides. Et tout ça va vraiment complètement changer, encore une fois, après Poiret. En 1910, Poiret demande à Polyribe, il y a une vraie polémique entre les deux pour savoir qui a inventé, et donc là on retrouve cette problématique-là, qui a inventé les robes. En 1910, Poiret demande à Polyribe de faire un album qui s'appellera Les robes de Paul Poiret. Et c'est vraiment, au point de vue esthétique, une véritable révolution. C'est magnifique, hein. J'aime beaucoup. Je ne suis pas la seule d'ailleurs. On n'est plus du tout du côté de la gravure de mode qu'on trouvait auparavant. Et je dis polémique parce que Polyribe, lui, a prétendu que c'est lui qui avait inventé la mode directoire, le pantalon, et que en fait, finalement, Poiret n'avait pris que ses idées à lui. Donc là, il y a une véritable concurrence artistique. Pour la période précédente, je n'en vois pas. Oui, non. Y a-t-il des couleurs prohibées? Non, il y a des couleurs qu'on aime beaucoup. Alors, le noir, par exemple. Chez les femmes, même de jour. En fait, tout dépend à quelle catégorie sociale on appartient, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on promeut la sobriété, donc on doit porter pour le jour plutôt du couleur sobre, donc c'est pour ça que je parlais du noir, sachant que le noir paraît quelque chose d'être très simple, mais en réalité le noir, pour avoir du beau noir, du noir qui tient avec le temps, qui ne change pas de couleur, c'est très difficile, c'est le même problème qu'on a dans les costumes masculins, et donc ce sont des beaux tissus qui coûtent beaucoup plus cher. Donc on a le noir, mais on a aussi des couleurs qui peuvent nous paraître aujourd'hui assez étranges, qui portent des noms assez amusants. On a des prunes, on a des couleurs... En fait, ça c'est une caractéristique de la mode depuis le XVIIIe siècle et peut-être avant, aux différents éléments du costume, aux différents chapeaux, aux différentes couleurs, on va donner des profusions de noms et souvent en fonction de l'actualité. Donc, par exemple, il y a le moment de la Tour Eiffel, il y a le, je sais pas si c'est le bleu, je crois que c'est le, oui, ça doit être rouge, brun orange, brun rougeâtre. On a le brun Tour Eiffel, la couleur Eiffel, parce qu'à cette époque-là, la Tour Eiffel, vous le savez, à l'origine, avait les couleurs quand même assez proches du rouge. On va inventer des nouvelles couleurs, on va utiliser des nouvelles teintures aussi. Donc les teintures synthétiques qui apparaissent sous le Second Empire se multiplient. Et puis on va apprécier parfois des couleurs très voyantes, mais beaucoup plus pour le soir. Encore une fois, tout ceci, il faut le voir en fonction des catégories sociales. Une actrice, une demi-mondaine, elle, pour la journée, pourra très probablement se permettre des couleurs osées que n'aurait jamais porté une femme de la bonne bourgeoisie. Alors justement, ces demi-mondaines, ces grandes cocottes, est-ce qu'elles ont eu le même rôle de représentation qu'elles ont eu par exemple pour des joailliers? Ah oui, tout à fait. Alors en fait, elles peuvent, selon leur degré de notoriété, elles peuvent être les premiers mannequins. Elles peuvent, alors le mannequin est quand même un métier, contrairement à l'image qu'on en a aujourd'hui, un métier qui est justement plus proche du métier des saltimbanques et donc très mal vu. Donc certaines femmes qui ont besoin d'argent, qui posent qu'on dépose des modèles, hein, les modèles sont enregistrés en quelque sorte, on va les photographier en omettant le cadre en fait va couper leur tête. Par contre, pour des très grandes, des actrices vraiment connues, je pense à Cléone Mérode par exemple, elle va faire des publicités pour des lotions capillaires par exemple. Cléone Mérode, elle a un chignon très, très célèbre, sa manière de se coiffer, elle a un chignon qui fait un petit cône derrière la tête. Sarah Bernard, évidemment, alors Sarah Bernard c'est des cas assez étonnants, en tout cas célèbres, puisque traditionnellement, pour une pièce de théâtre, la comédienne va faire appel à un couturier qui va l'habiller pour une pièce de théâtre. Alors que Sarah Bernard, il lui arrivait de commander à différents couturiers selon les différents actes de la pièce, bon, surtout pour ne pas avoir à le payer ensuite. Enfin, il y a des histoires un petit peu sombres, financières qui sont cachées derrière. Et puis elle est vraiment une véritable égérie. Dans certains journaux comme L'Art et la Mode, on a très régulièrement des pages qui rendent compte des différentes tenues selon les différents premiers actes. Scène 2, on peut telle grande actrice porter tel costume et on s'en inspire la lectrice va devoir s'en inspirer. Donc ce sont des véritables égéries et ça... C'est à la suite en fait d'un phénomène qui était apparu sous le Second Empire, puisque sous le Second Empire apparaît donc le fameux demi-monde, il y a des pièces de théâtre à ce moment-là,
où les critiques bien-pensants se moquent, à juste titre, des femmes du beau monde qui, elles, vont suivre la mode qui est lancée par les demi-mondaines, qui vont se montrer aux courses. Et finalement, la différence entre le bon et le mauvais goût devient de plus en plus floue. Vous voulez? Oui, est-ce qu'il y a une mode en dehors de la bonne société? Alors, je vous conseillerais, si vous n'avez pas vu l'exposition de mes collègues au musée Carnavalet, qui s'appelait Le Peuple de Paris, qui était une très très belle exposition pour ceux qui l'ont vu, qui s'est terminée, je pense, en janvier de l'année dernière, janvier-février, et c'était une des questions en fait qui était posée. En fait, ça va dépendre évidemment du niveau de fortune qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a réellement une mode atténuée, et pour la mode de jour, hein, on ne va pas parler de robe du soir, à laquelle certaines ouvrières, surtout les ouvrières du domaine justement de la coquetterie, donc ça va être en particulier les modistes qui sont beaucoup plus fantaisistes, et elles le resteront très longtemps, que les couturières. Pourquoi? Parce que les modistes, elles font preuve d'invention, elles ont le chapeau et elles vont choisir la garniture, en accord évidemment avec leur patronne, mais il y a vraiment un esprit de la modiste, ce sont des petits oiseaux qui pépillent, c'est un petit peu ça l'atelier des modistes par rapport au atelier des couturières. Donc elles vont essayer d'être élégantes avec leurs moyens. Et à cette catégorie socio-professionnelle plus modeste, il y a des magasins qui s'y adressent, et notamment il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est la mise en place de la vente à crédit. En particulier, il y a les magasins du Fayel, qui sont dans le 9e ou le 10e arrondissement, qui sont donc les établissements du Fayel qui vendent plutôt du mobilier, mais qui vont vendre aussi des vêtements, et puis qui vont s'associer avec la Samaritaine pour permettre à la Samaritaine, qui est donc un grand magasin qui n'est pas très haut de gamme, hein, qui est moins haut de gamme que d'autres grands magasins comme les grands magasins du Louvre par exemple, qui vont permettre à cette population d'acheter à crédit, et même à crédit à 0%, c'est-à-dire que le magasin il perd, mais il gagne dans le nombre de pièces qu'il vend, et il en vend vite aussi, puisque cette clientèle n'a pas beaucoup de temps de flâner, et donc quand elle vient pour acheter. Donc elle achète modérément, mais elle achète à un rythme soutenu, ça permet de renouveler les modes. Et donc quand on voit, on a la chance que la photographie existe, donc quand on voit des photographies, et notamment il y a des manifestations de protestation, de manifestations aux sources de grève, des midinettes. Donc les midinettes sont les ouvrières au sens large de la couture, qui comprennent aussi les modistes, qu'on appelle midinettes parce qu'elles vont déjeuner midi en dehors, elles font justement dans la rue. On a les photographies et on voit autour de 1900, on peut voir, en tout cas pour ce qui est au moins du corsage, même si on n'a pas de jolies dentelles, même de dentelles mécaniques, elles ont le même col montant qu'une femme de la bourgeoisie, elles ont le même type de chignon, elles ont le même type de manche. Donc elles suivent la mode beaucoup. En fait, par rapport au Second Empire, je pense que la période de la Belle Époque, c'est vraiment le moment où ça se diffuse plus largement, avec encore une fois des qualités textiles et des qualités de fabrication moindres, mais la confection atteint des franges parfois relativement basses de la société. Évidemment, à la même période, il y a les pierreuses, donc qui sont les prostituées qui vont à guichet client pierreuses, c'est-à-dire sur la zone, ce qui fait le tour de Paris. Et la pierreuse, elle non, elle n'est pas à la mode, mais une modiste, elle peut être à la mode. On va prendre une dernière question, monsieur. Est-ce qu'il y a des héritages de la Belle Époque dans la mode contemporaine? Il y a des héritages de la Belle Époque dans la mode contemporaine. Aujourd'hui, c'est moins mon rayon, mais je pense que oui, quand on pense à certaines collections de Galliano chez Dior, aussi chez Jean-Paul Gaultier, on a encore ce fameux faux cul qui revient régulièrement. Donc voilà. On peut penser aussi, hein, c'est une pièce qui est exposée dans les salles, le fameux bal Proust aussi dans les années 70, mais là on était plutôt de l'ordre du travestissement, mais tout de même avec une ligne qui est assez proche de cette période-là. Alors, avant d'ovationner Alexandra Bosc, je voudrais juste vous dire que si vous avez envie d'acheter le catalogue de l'exposition, il sera en vente à la sortie. Sachez que notre prochaine exposition sera à partir du 13 mars et aura pour titre Art sacré du Tibet. Là, on change complètement de sujet, des œuvres qui proviennent de la collection Alain Bordier,
qui a un Tibet Museum en Suisse. J'espère avoir l'occasion de vous retrouver aussi nombreux autour de prochaines rencontres. Et franchement, bravo.